Yann Sénéchal, qui a eu dans son podcast d'aujourd'hui, my God, quelqu'un qu'on ne voit pas bien, bien. Tu as vu Philippe Couillard, qui est bien installé au Lac-Saint-Jean avec, je ne sais pas s'il a réussi à sortir son bateau de l'eau, là, mais c'est quelqu'un qui est complètement décroché, Yann, de la vie publique, complètement. Oui, puis il a l'air serein là-dedans, sérieusement. Il m'a surpris comment il était vraiment zen. Dans le fond, c'est une entrevue qu'on a faite dans le trio économique, nous autres. Fait que nos Patreons vont avoir accès aujourd'hui, mais elle va être diffusée publiquement juste dans 3 semaines à peu près. On voulait... Tout ça part un peu de Vincent Geloso. Là. Il avait fait un article à l'automne qui faisait un classement des premiers ministres en termes fiscaux depuis 1944. Puis, surprenamment, le classement a surpris beaucoup de gens. Là. Le numéro 1, c'était Jacques Parizeau, donc c'est celui qui avait contenu le plus les dépenses du gouvernement par rapport au PIB, par rapport à l'inflation, par rapport à la croissance de la population. C'était vraiment Jacques Parizeau qui sortait numéro 1. Et le numéro 2 était Philippe Couillard. Ça avait surpris quand même beaucoup. En tout cas, une chose est sûre, le numéro 3, ce ne sera pas Legault. Non, ça n'a pas l'air parti pour ça, honnêtement. Puis non, mais en fait, Legault était là-dedans. Puis le classement de Legault, je ne me rappelle plus du chiffre, mais ça donnait quelque chose comme 10 ou 11, ce qui n'est pas super bon, là. Fait que ça avait été assez surprenant. Puis en même temps, on a jasé avec lui, on voulait jaser avec lui de ça. Puis de son côté, il y a il a été taxé, lui, d'avoir fait énormément d'austérité. Fait qu'on voulait lui donner la chance de s'exprimer. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est la spin médiatique qui fait ça. Ouais. C'est une spécialité qu'ils ont. Moi, j'ai été victime de ça dans les 20-25 dernières années. Ils nous collent une étiquette qui n'est pas vraie, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est pas important. C'est que c'est répété et ça devient un fait, ça devient incrusté dans le folklore. Puis eux autres, qui n'ont jamais coupé une scène nulle part. Ils ont diminué l'augmentation des dépenses, mais ils n'ont jamais diminué un budget nulle part. Mais cette étiquette-là, ils l'ont eu tout le long. Puis, veut pas, ça y a nuit un peu dans même si on parle de la gaffe d'histoire de 75$. Le travail qui avait été fait pendant des années, entre autres par Québécois, sur l'histoire de c'est quoi le mot déjà? C'était... L'austérité. Donc, l'austérité, ça a fait la job. Là. L'étiquetage a fait la job. Oui, puis il dit ouvertement dans l'entrevue qu'il trouve ça problématique parce que des politiciens qui voudraient avoir une rigueur budgétaire dans le futur, avec sa débandade, si on veut, ou le fait qu'il n'ait pas gagné la deuxième élection, il y a plusieurs politiciens qui se sont rendus compte avec ce qui est arrivé que, les journalistes vont te coller une étiquette d'austérité, même si tu n'es pas un gouvernement austère, que fondamentalement, tu es un gouvernement social-démocrate qui a continué d'augmenter les dépenses. Puis c'était son souhait d'ailleurs. Là, il dit il n'a jamais voulu couper dans l'État. C'est pas un conservateur, Philippe Couillard, c'est un social-démocrate. Puis de se faire coller cette étiquette-là, puis surtout de ne pas être récompensé d'avoir fourni une rigueur budgétaire qui préserve d'une certaine façon le modèle social-démocrate. Ben, lui, il dit le danger de tout ça pour les sociodémocrates, c'est qu'à un moment donné, les politiciens vont se rendre compte qu'il n'y a pas de récompense à avoir cette rigueur-là, puis ils vont se mettre à dépenser sans compter. C'est dur de ne pas faire de parallèle. C'est ce que Legault fait, là. C'est carrément ce que Legault fait, là. Exactement, puis dans une plus grande mesure, Trudeau, je veux dire. Ouais. Hey, j'ai différents sujets à jaser, je veux t'entendre là-dessus. J'en ai parlé dans Radio Pirate Prime avec les boys ce matin parce que je me disais, bon, écoute, il faut péter l'abcès à un moment donné. Probablement que Éric Duhem va être disponible la semaine prochaine pour venir en jaser, mais moi, je prends une pause sur le Parti conservateur. J'ai une des raisons pourquoi je ne suis pas devenu membre. On est plus souvent déçus par la politique que la politique va nous faire des gros plaisirs et des grosses histoires qu'on veut qui arrivent. La politique va souvent nous décevoir. Bon, il est arrivé toutes sortes de choses pendant la campagne. La résultante de ça, c'est qu'il y a eu, oui, 500 000 personnes qui ont voté pour le parti d'Éric Duhem, mais on n'a pas de député. Puis, il y a eu des affaires qui se sont passées sur lesquelles, moi, je pensais qu'on allait nettoyer puis qu'on allait redevenir un parti qui ne ressemblera pas. Il y a déjà 4 partis là, à l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un parti qui ressemble à ces 4-là. Malheureusement, il y avait à l'intérieur de l'organisation, il y avait du nettoyage à faire pour savoir c'est quoi l'orientation qu'on veut. Donc, dans le personnel que tu engages, c'est là souvent où tu vas orienter, je dirais, les valeurs profondes de ton parti. Et là, on a manqué notre coup. Là. On a manqué notre coup avec quelqu'un qui était dans l'entourage. Elle était avec le candidat, avec Fred, le pirate maire de l'Île aux Grues, qu'on aime beaucoup.
Mais là, maintenant, elle est maintenant directrice générale. La dame qui est là, son nom, je ne l'ai pas loin, là, mais c'est plus ou moins important. C'est juste que le reste, je m'en fous. Là. C'est une péquiste. C'est carrément une péquiste. C'est une nationaliste. Donc, moi, pour l'instant, puis je sais que la COVID a bâti un parti un peu bizarre, qui a le nom conservateur, mais là-dedans, il y a toutes sortes de monde. C'est vraiment, vraiment un échantillonnage un peu fucké, là, le Parti conservateur du Québec. Mais pour l'instant, je vais regarder aller le parti. Mais si je vois qu'on a des péquistes, parce que moi, quand il y a des péquistes proches, Yann, c'est no way. Ben écoute, c'est no way. Mon take par rapport à ça, c'est le suivant, c'est que, premièrement, le poste de direction générale, c'est de l'organisation d'abord et avant tout. Le problème avec son prédécesseur, Raphaël, dans le fond, Cavallari, c'est... Le problème de Raphaël, ben c'est ça, il était très impliqué dans le politique à un moment donné. Puis c'est pas ça qu'on veut d'un directeur général à la base. Fait que moi, tu sais, l'origine péquiste, si elle s'en tient à un rôle d'organisation logistique, c'est pas quelque chose qui m'énerve, mais évidemment, si elle a les deux mains dans le politique, ça va être tannant. Présentement, il y a quand même des bons signes dans le sens que la personne qui a pris la tête de la commission politique, justement, qui est les choses qui t'intéressent beaucoup, puis que moi aussi m'intéresse beaucoup, là, les idées qu'on va mettre de l'avant, ben, c'est quand même Karim El Ayoumi. Fait que ça, c'est la raison pourquoi ça me stresse pas tant que ça. Mais comme tu dis, par contre, d'être on the watch, c'est important parce que si le parti prend une tendance très nationaliste... Je dis pas que j'abandonne, je dis que je prends une pause, je les regarde aller. Exact. OK, je vais les regarder aller parce que c'est pas un débat qu'on a qui n'est pas arrivé ce matin. Là. On sait qu'il y a deux groupes à l'intérieur. Il y a un groupe très nationaliste, francophone, anti-immigration. On a parlé avec Éric, on a parlé avec toi aussi. Oui, il est présent. Ça, on le sait. T'sais. Mais moi, j'attends de voir vers où on s'en va. Puis, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir... moi, une patte de loup, ça m'intéresse pas de mettre ça après mon miroir de chambre. Non, puis moi non plus. Là-dessus, on s'entend super bien. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'on compose avec un parti conservateur qui a à sa tête un souverainiste. Tu sais, je veux dire, tout le monde comprend qu'Éric Duhem est souverainiste, que c'est pas prioritaire, ces choses-là, tout ça. Mais ça, c'est la vieille... Moi, c'est les anciens... Moi, j'appelle ça les anciens souverainistes. On en a parlé tantôt sur Radio Pirate avec les boys, puis avec Carlos. Carlos a fait des très bons points là-dessus, mais comme je disais, c'est que la gang de péquistes, il y a 40 ans, il y avait beaucoup de gens de droite là-dedans. Il y avait beaucoup de conservateurs. Aujourd'hui, cette gang-là a été complètement nettoyée. Puis, c'est vraiment plus des gens qui sont communistes, social-démocrates que même nationalistes puis qui veulent un pays. Eux autres, ce qui est important en premier, c'est d'être le plus social-démocrate au monde. C'est d'être vert, c'est d'être de gauche, c'est d'être si... Moi, les péquistes comme mon père... Les péquistes comme Jacques Brassard, les péquistes comme Bouchard, les péquistes comme le père à Jerry, j'ai aucun problème avec ces péquistes-là. Mais les péquistes de la nouvelle génération, regarde, c'est des woke, c'est des gens à gauche. Regarde, quand j'utilise le terme communiste, c'est peut-être un peu gras, mais je l'utilise pareil. Ouais. On est proche de là. C'est le gouvernement mur à mur. C'est les affaires de woke. Regarde, moi, ça m'intéresse zéro. Et je sais que ces gens-là sont souvent enragés. C'est ça qui m'énerve un peu. Là. Il y a comme un côté très enragé chez les péquistes. Puis moi, je suis un peu comme Mme Guilbeault là-dessus. Tiens, je vais m'approcher de Mme Guilbeault de la CAQ. Les péquistes, c'est dehors, Carlis. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a un côté très autoritaire avec les péquistes en général. Tu sais, ils veulent imposer aux compagnies d'utilisation du français, des choses comme ça. Donc, il y a toujours un côté très autoritaire à ça. Donc, empêcher les Québécois d'aller au cégep en anglais. Oui. Empêcher les Québécois d'avoir accès à l'école anglaise. Fait que ça c'est le côté autoritaire qui nous déplaît tous. Tu sais, il y a un côté nationaliste qu'on peut tous embarquer là-dedans. Tu sais, on trouve, par exemple, que les cours de français, on a baissé les critères dans les dernières années. Ben moi, si tu me dis que tu veux rehausser les critères de français pour les jeunes au secondaire, je vais être dans ce gang-là. C'est positif. Tu n'es pas en train d'empêcher quelqu'un de faire de quoi. Tu es en train de dire on va augmenter la qualité de ce qu'on fait. Fait que, il y a un côté nationaliste qui peut être défendable, mais tu as raison. Les péquistes, ce qui nous déplaît d'eux, vraiment, c'est leur tendance très autoritaire dans l'imposition de leur nationalité. Très germaine. Fait que ça, c'est le bout qu'on déteste à fond. Moi, de toute façon, on va s'entendre, là, le Parti conservateur du Québec n'a pas à se présenter devant l'électorat encore pour 3 ans et demi. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont du temps pour s'organiser, puis ils n'ont pas besoin de gens comme toi ou moi qui sont impliqués à l'intérieur du parti et qui essaient de donner une direction à ça. Il faut, qui se trouve eux-mêmes. Je pense qu'il y a une recherche existentielle qui se fait à l'intérieur de ce parti-là. Fait que d'abord et avant tout, il faut qu'ils passent au travers du processus puis trouver leur identité qui leur est propre.
Et il faut qu'ils mettent des gens compétents en place. Le premier rôle de Mme Soucy, c'est d'engager du monde, puis d'engager des gens de qualité. C'est ça qu'il faut qu'elle fasse en premier. Donc, on va engager des péquistes. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on va juste engager des péquistes? Est-ce qu'on va juste engager des... Le plus grand problème, quand tu regardes les lives d'Éric Duhem, là, le problème qui est récurrent et qui ressort tout le temps, là, les astis de cartes de membres n'ont jamais été envoyées. Mais ça, là, c'est pas Éric qui va envoyer ces cartes de membres-là. Là. C'est du taponnage administratif. Fait que si la fille, elle arrive là puis elle veut passer un agenda nationaliste, ça va être déplaisant. Si elle arrive là, elle ne s'occupe pas de ces affaires-là puis elle dit, bon, les cartes de membres, comment qu'on fait pour en envoyer 60 000, que tout le monde ait sa carte, qu'on ait la crise de paix avec les astis de cartes de membres? C'est ça qu'il va falloir qu'elle fasse. Rentrer dans la logistique, s'assurer que les gens qui sont en place sont compétents, s'assurer que ça travaille. Puis travailler, avec un gars comme Éric Duhem à la tête du parti, s'il y a une chose que tu n'as pas besoin, là, c'est d'avoir des gens qui essaient de penser à la grande stratégie politique. Il est capable tout seul. Vous n'avez pas besoin de le faire à sa place. Fait que perdez moins de temps autour de la machine à café à penser aux grandes stratégies politiques, là, puis imprimez les calices de cartes de membres. Puis envoyez-les au monde. C'est une chose de régler. Ben oui. À un moment donné, c'est pathétique un peu la désorganisation de ce parti-là, des fois. Là. Mais tu comprends un peu ma pause? Oui. OK, parfait. Oui. Parce que je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui lâche, je ne veux pas le lâcher. Puis je vais le dire à Éric. Là. Puis Éric, je sais qu'il va très bien comprendre ce que je vais lui dire, mais moi, ça m'inquiète. Je veux dire, il y a tellement d'espace ailleurs, parce que les 4 autres partis prennent tout l'espace qu'on ne veut pas être. Il y a tellement d'espace pour ne pas en avoir que je trouve ça dommage qu'on perde du temps avec ça. Texte incroyable ce matin dans la presse. De l'histoire de la mort de André Simard. Qui est André Simard? C'est l'ex-première dame du Québec. Je ne sais pas si ça existe ce terme-là, mais on va le prendre. Parce que par 2 fois, dans 2 époques, quand même assez proches, là, mais il est revenu, il était premier ministre, puis il est revenu premier ministre après Tipoel. Bourassa était premier ministre. Il y avait une femme qu'on voyait toujours avec lui, Mme Simard, qui avait son nom de fille. Elle est décédée à l'âge de 90 ans. Elle est très bien. À 90 ans, à un moment donné, il paraît qu'elle était top shape. Elle dansait sur ses tunes. Son band préféré, c'était les Rolling Stones, imagine-toi. Et elle dansait sur les Rolling Stones. Puis là, elle a pogné à COVID. Puis ça a comme fait dérégler son système. Puis là, elle est venue très souffrante. Et là, on a essayé, la famille a essayé d'avoir, de la soulager et d'avoir la mort assistée. Et là, l'article de ce matin de sa fille, donc de sa fille qui raconte ce qui s'est passé et l'échec du système, comment, même pour essayer de... Elle souffrait le martyre pendant 3 jours. On disait, appelez un médecin. Il faut qu'on finisse cette affaire-là. Ça n'a aucun sens. Non, les médecins, elle est à l'hôpital. Là. Non, les médecins ne viennent pas. On est vendredi, ils ne viennent pas samedi, ils ne viennent pas dimanche, ils sont en congé. Qu'elle souffre! Non, mais attends un peu. La lettre, ce qu'elle dit, là. Une nation qui se tient debout, les gens qui meurent, ils ne meurent pas dans la souffrance. Là. Quand tu es un pays évolué, une place évoluée, les gens qui s'en vont, qui sont sur le bord de mourir, il leur reste 1 semaine, il leur reste 3-4 jours, 2-3 jours, des heures même, ça peut être juste des heures, mais tu t'en vas pas dans la souffrance. Elle, cette dame-là est partie dans la souffrance totale. Elle, ce qu'elle dit, sa fille, donc la fille de Robert Bourassa, a dit « Mon père a créé la carte d'assurance maladie. Mon père était très fier du système public de santé. » Elle m'a dit là, elle dit « Le chaos que je vois, elle dit le manque d'empathie, tout ce qui se passe en ce moment. » Écoute, c'est très dur ce qui est écrit. Et en plus, il y a un ami de la famille qui, lui, est un ancien, retraité, un ancien médecin spécialiste, qui était à son chevet quand elle est décédée. Il dit, excusez-moi, là, je connais ça un peu, là, puis je suis capable de regarder ce qui se passe. C'est pas un manque de ressources, c'est pas un manque de personnel. C'est un manque d'empathie. Écoute, c'est grave, là. Ben, écoute, entendre ça, c'est ça qui est un peu désolant des Québécois, honnêtement, c'est que quand tu t'en tiens aux chiffres, aux data, tu le vois que le système est pété. Mais malheureusement, pour que les Québécois aient la réelle volonté de changer les choses, ça lui prend des histoires. Il faut qu'ils se fassent raconter des histoires, puis certainement que cette histoire-là va dans cette lignée-là, de se rendre compte que ça ne marche pas. Vous devez avoir peur de votre système de santé parce qu'il ne fournit pas. Défaire tous les dogmes qu'on a construits autour de ça, qui
sont des dogmes quand même très canadiens aussi, mais je veux dire qu'on a mis à la sauce québécoise de notre côté. Sortir le Québec de ces dogmes-là, ça prend énormément d'efforts parce que les gens font une sorte de nationalisme avec leur système de santé. Ils mettent les émotions là-dedans. Oui, ils pensent qu'ils en sont fiers. C'est comme un symbole de fierté, là, le système de santé, alors que c'est un système de merde. Là. Mais le pire de ce que tu dis, tu as raison. Sauf que l'histoire, moi, elle me touche. Oui. Toi, elle touche Jerry. On en a parlé un matin avec Carlos. Elle touche Mr. White. Elle touche les pirates. Mais en général, les Québécois, pour eux autres, c'est une histoire. Tant qu'ils ne sont pas dans l'histoire, ils n'y croient pas. Ça, c'est le défaut des Québécois. Tu sais, normalement, les chiffres devraient suffire. Ensuite de ça, tu te dis, ben, au pire, des histoires comme ça devraient suffire. Mais là, si tu te rends compte que le seul moyen de faire bouger un Québécois, c'est qu'il soit touché, lui, directement, je veux dire, ça va prendre du temps avant que les gens se réveillent. Il va falloir qu'on soit tous malades, chacun notre tour, pour qu'on dise, hey, finalement, ça va pas, le système de santé. Hein. On est vraiment Thomas comme peuple de ce côté-là. Fait que ça, c'est notre plus grand défaut parce que, tu sais, à un moment donné, on a beau faire la nécrologie de ce système de santé-là ad vitam aeternam, à un moment donné, il va falloir arrêter d'essayer de le modifier. Tu sais, Christian Dubé est présentement encore dans un mode où est-ce que je suis capable de le sauver. Ce système-là, il est récupérable. Je vais sauver le système en travaillant à l'intérieur des paramètres de ce système-là. La solution est de sortir des paramètres. De dire, attends une minute, là, le gros système de santé, 100% public, 100% mais ça montre qu'on n'est pas bright, hein? Ça montre qu'on n'est pas bright. Dubé se fait applaudir, là. Ouais. Oui, Dubé se fait applaudir à tout le monde. Ça se fait applaudir. Quand tu te fais applaudir, normalement, tu dis, hey, le monde le trouve bon. Mais c'est ça l'histoire, là. Dubé, lui, il n'y a pas trop de presse. Là. Il vient d'être élu en plus. Là. Ça ne presse pas bien. Non, moi, je pense qu'il veut, malheureusement, il veut changer le système pour vrai, parce que c'est pas un mauvais yard. Non, mais c'est le problème qu'il y a, c'est pas assez brillant pour se rendre compte que faut que tu sortes du système. C'est le système le problème. Tu ne sauveras pas le système. Le système est le problème. Fait qu'à un moment donné, c'est un manque de culture, c'est un manque de connaissances aussi au niveau des Québécois, au niveau économique. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Quand tu arrives et tu prends le temps de remonter dans le temps, puis comment on a construit ce système-là, puis c'était tout un peu prévisible. Un gouvernement, malheureusement... Je vais donner un exemple. Une anecdote que je vis un matin avec mon fils dans l'auto. Je m'en vais le porter à l'école. Il y a un bus de ville. Il fait pas beau à matin. Il vente. C'est pas la Floride, mettons. C'est un peu chiant se lever à matin au Québec. Fait que tu vois un kid en face du cégep de Lévis. Il a clairement manqué son bus. Il traverse le chemin un peu en courant. Tout ça. L'arrêt de bus est juste à côté du stop. Le kid, il est là, il se met à côté de l'autobus qui a dépassé l'arrêt parce qu'il est 10 pieds plus loin, il est en train de faire son stop. Il cogne dans vite. Le chauffeur le regarde. Nope. Ça, c'est cochon. Là, j'arrive, je fais, voyons, sacrément. Puis là, Jacob est dans le char. Il dit, pourquoi qu'il ne le laisse pas rentrer? J'ai dit, c'est parce que, Jacob, pour ce type d'employé-là, le règlement, c'est le règlement, puis il faut impliquer le règlement. Ouais. Probablement parce que son superviseur veut qu'il implique le règlement. Fait que n'importe qui gère une entreprise privée, qui est en charge, par exemple, d'un système d'autobus à quelque part ailleurs dans le monde, va se dire, hey, ton client, là, il se gèle le cul, c'est un temps de merde dehors, il est là, c'est pas legit tout à fait d'ouvrir ta porte, de le faire rentrer, mais tu as le temps. Tu n'as pas de char en arrière, tu n'as pas de char sur le côté, tout le monde va te laisser faire. Laisse-les rentrer, il va être content, tu vas être content, vous êtes rendu service, puis en bout de ligne, on va avoir un bon service à la clientèle. Mais une entreprise publique, c'est le règlement, c'est le règlement. Mais il n'y a plus de civière. C'est drôle, il n'y a plus de civière. Il y a un gars couché à terre là-bas. Là, le gars, il est en train de baver, il est couché à terre. Il n'y a plus de civière. Il n'y a plus de civière. Ben oui. Mais c'est drôle, hein, parce que suivre les règlements. Hier, on était avec, sur Prime, on était avec Denis Beaumont, qui est notre chum pilote d'avion que tu connais, Carlos, qui a piloté tes parents pour s'en venir en Floride dernièrement avec l'avion d'André, puis qui a été dans Snowbirds, puis regarde... Et on a comme rebrassé, parce que je pense que c'était l'anniversaire, là, parce qu'il est arrivé quelque chose à JFK il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, vendredi passé, un avion qui a manqué rentrer dans un autre avion sur le tarmac, pendant que l'avion était au départ. Puis on a parlé de ça, puis après ça, on a switché sur qu'est-ce qui est arrivé dans la Hudson, là, quand l'avion a atterri dans la Hudson avec, c'était quoi avec le... Sully. Le héros. Le héros, mais la raison pourquoi il a réussi, c'est qu'il a viré de bord tous les protocoles qu'il y avait à suivre. Oui. S'il avait suivi le protocole comme le chauffeur d'autobus fait, là, il y aurait eu 200 morts.
C'est exactement le film qu'on demande aux gens d'aller voir de Sully. C'est que c'est battu contre le FAA et toute la réglementation d'union puis tout ça. Puis à cause de son sang-froid et ses décisions, comme Denis a expliqué, rapides, qui ont été prises sur le champ, boum, 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 ben il a suivi aucune règle qui était dans le livre. Non. Exact. Parce qu'il y avait 2 aéroports privés qui auraient pu atterrir, mais il savait que s'il allait là, puis il fallait qu'il banque ou quoi que ce soit, l'avion aurait possiblement décroché. Exact. Donc, c'était un petit clin d'œil par rapport à ton gars d'autobus. Dernier sujet avant de te laisser pour le week-end, mon ami Yann. La première, je ne sais pas si c'est président ou première ministre, j'ai mêlé, là, mais j'imagine que c'est première ministre, celle de la Nouvelle-Zélande, là. Pour moi, elle me fait peur. OK? Elle m'a toujours fait peur depuis la COVID. Je ne la connaissais pas avant. Mais depuis la COVID, on l'a vu beaucoup trop. Puis une des raisons pourquoi on la voyait, c'est que les médias l'adoraient. C'était une madame qui était très totalitaire, qui avait des... Écoute, on a eu des règles complètement folles au Québec. On en a eu au Canada avec Trudeau. On en a vu dans quelques pays vraiment bizarres. On a vu la Chine. Mais un des pays les plus malades et les plus débiles, une des dirigeantes ou dirigeants les plus maniaques de la COVID que j'ai vu, c'est celle de la Nouvelle-Zélande. Eh bien là, elle démissionne. Bon, mon feeling, c'est que dans sa tête, c'est passé des choses. Elle voit qu'elle a créé beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui ont aimé d'être embarrés de la maison, même en Nouvelle-Zélande. Mais en général, à un moment donné, ça finit par te hanter, ces histoires-là, les mauvaises décisions. Moi, je pense qu'il y a plusieurs dirigeants en ce moment qui commencent à avoir peur d'admettre qu'ils ont fait un paquet d'erreurs et qu'ils ne sont pas capables de nous demander pardon sur ce qui s'est passé. Elle, dans sa tête, ça a commencé à jouer. Moi, je pense que c'est bien plus ça que n'importe quoi d'autre, là, l'histoire de la démission. Là. Elle ne le dira pas publiquement que c'est ça, mais je suis certain qu'il y a un fond d'elle qui a découvert qu'elle est allée vraiment trop intense. Mais ça n'empêche pas nos journalistes, ça n'empêche pas celle qui a le mieux géré la crise de COVID dans le monde entier. J'ai lu ça matin dans le journal là, avec le texte de Marie, je ne cherchais jamais son nom, la fille du Parti libéral. C'est quoi son nom? Marois Risky. Oui, Marois Risky a dit « Ça, c'est une grande dame. » C'est-tu moi qui est mêlé, là, mais moi, je vois pas rien d'une grande dame quand quelqu'un a scrappé toutes les valeurs essentielles, tout ce qu'il y a de liberté qu'on pouvait avoir. Le pays a été fermé à la grandeur. Ils ont été isolés comme aucun pays a été isolé. Je comprends que c'est une île, là, mais ils ont été isolés comme personne. C'est-tu moi qui est mêlé ou bien il y a quelque chose que je comprends pas? Non, t'es pas mêlé, mais c'est là que tu vois... On revient à ce qu'on disait avec les péquistes tout à l'heure. Ce qui nous déplaît des péquistes, c'est leur tendance autoritaire, à nous imposer leurs choses qu'ils veulent. Ben, on peut penser que si Marois Risky aime ce qu'elle a vu de la première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui, rappelons, qu'il était une île, là, fait que la COVID-0 était peut-être une possibilité dans leur cas, vu que c'était une île, mais encore là, c'est pas arrivé. Si elle a apprécié cette dame-là, c'est parce qu'elle a apprécié sa démonstration d'autorité qu'elle a fait. Ça veut dire que quand Marois Risky va se ramasser... Si elle est au pouvoir un jour, c'est ça demain, c'est demain qu'elle va vouloir fonctionner. Ben, oui, quand Marois Risky va gagner la course du Parti libéral du Québec prochainement. Là, c'est le fun. C'est plaisant à savoir. On la voit aller un peu, là, on sait qu'est-ce qu'elle peut avoir en tête. Là. Un jour, elle va se ramasser à la tête du parti, là, Marois Risky. Oui, c'est une matrone. Elle va être autoritaire, la madame. Là. Très autoritaire. Elle va être autoritaire. Mon chef d'Eradji, j'aurais confiance en ce gars-là quand même pas mal plus qu'en Marois Risky. Coucher tapis. Mais pas mal. Mais non, c'est une QS. Elle était tellement autoritaire en Nouvelle-Zélande que les gens qui arrivaient de l'extérieur, exemple un combattant de la UFC, qui venait de la Nouvelle-Zélande, quand il revenait dans son pays, il devait faire une quarantaine. La quarantaine, je m'explique, c'est entre 30 ou 45 jours, tu devais habiter dans un hôtel. Oui. Et quand tu avais passé ton temps, là, tu peux aller voir ta famille. Oui, c'était 30-40 jours. 30 à 45 jours. Wow! Ouais. Ah non, c'est toutes les affaires les plus saucées qui arrivaient toutes en Nouvelle-Zélande. Testé négatif, là, parce que si tu combattais dans la UFC, c'est le premier sport qui est parti pendant la pandémie. Exact. Donc, ils étaient testés, retestés, retestés. Même si tu allais à Abu Dhabi, ce que le circuit de Formule 1, et tu allais sur l'île qui était testé là-bas, encore plus que testé, quand tu revenais en Nouvelle-Zélande, c'était un 30 à 45 jours à l'hôtel. Ah non, sans aucun contact. Nous autres, on a été dans les plus débiles, mais eux autres, c'était une coche, deux coches de plus. Puis c'est une île. Pour vous dire comme comment on dit, ils pouvaient espérer avoir une possibilité de l'avoir, la COVID-0, puis ils n'ont même pas été capables. Ben non. Si une île réussit il est arrivé pas une histoire. ça, là, il est arrivé une patente d'avion, il est arrivé un pilote d'avion, je ne sais pas trop. Là. Tu sais, à un moment donné, il y a pas mal de stock, là. Il est arrivé un pilote d'avion, puis il l'a donné à tout le monde, puis ça s'est répandu. Tu sais, Ils l'ont eu pendant un an.
Ils ont été 1 an qu'il n'y avait pas de cas. Là. Ouais, c'est Puis ça. c'est à la fin qu'il y a eu une coupe d'affaires. C'est ça. Ils l'ont comme échappé à la fin. Hey, thank you, Yann. Bon week-end, mon ami. Aussi.